Alors, mes chers collègues, pour notre première audition en format plénière et avant de recevoir tout à l'heure les ministres, nous entendons aujourd'hui Madame Laurence Roued et bienvenue Madame la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'aménagement du territoire, également présidente de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et donc très au fait des questions qui nous occupent dans cette commission spéciale. Et c'est au nom de Régions de France qu'elle intervient devant nous pour présenter l'analyse des régions sur le texte qui nous est soumis. Le 6 décembre dernier, la mission conjointe de contrôle sur le ZAN avait déjà auditionné la présidente de Régions de France, Madame Carole Delga. L'exercice est aujourd'hui quelque peu différent puisque nous avons depuis déposé une proposition de loi sénatoriale sur le sujet du ZAN et constitué une commission spéciale chargée d'examiner ce texte. Nous devrons, d'ici au 8 mars prochain, présenter un texte de commission qui sera ensuite examiné en séance publique le 14 mars. Il ne s'agit donc plus de rédiger un texte en partant d'une feuille blanche, mais de recevoir plus précisément l'analyse des régions sur les dispositions du texte, article par article, afin éventuellement d'y apporter des ajustements. L'analyse de Régions de France est très importante pour nous, Madame Roued, Madame la vice-présidente, puisque les régions sont au cœur de la mise en œuvre du ZAN et de sa déclinaison dans les territoires. Elles élaborent les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les SRADET, qui fixeront les objectifs et les répartiront entre territoires. Elles auront aussi la possibilité de mutualiser des projets d'intérêt régional ou national. La proposition de loi sénatoriale comprend plusieurs articles qui concernent directement les régions. Elle modifie par exemple le calendrier d'évolution des SRADET ainsi que leur rapport avec les documents d'urbanisme locaux. Elle vise aussi à trouver des modes de coopération et de concertation entre différents niveaux de collectivités territoriales, proposant la création d'une conférence régionale de gouvernance du ZAN. Elle prévoit enfin, au niveau régional, de réserver une partie de l'enveloppe au profit d'un droit minimal ZAN d'1 hectare au profit de projets supracommunaux. Nous attendons vos retours sur ces différents points et sur toute autre mesure du texte que vous souhaiteriez aborder. Afin de vous laisser la parole, je la cède tout d'abord au rapporteur. Avant de vous laisser la parole, je la cède au rapporteur, mon collègue Jean-Baptiste Blanc, qui va vous adresser quelques questions plus précises pour orienter nos échanges, recueillir vos analyses, puis nous vous écouterons pour une durée d'environ 20 minutes avant de procéder à un échange questions-réponses avec nos collègues membres de la commission spéciale. J'en ai terminé, Jean-Baptiste. Monsieur le rapporteur, à vous la parole. Merci. Merci Madame la Présidente, chère Valérie. Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Vice-Présidente, vous avez un excellent avocat ici avec Christian Rodon-Sarazi, sachez-le. Oui. Ah voilà. Frédéric, Espagnac, voilà. Enfin, vous n'avez que des amis, voilà. Alors, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour nous éclairer, évidemment, sur ce sujet épineux du ZAN, et dans le cadre d'un calendrier qui s'accélère fortement. Je souhaiterais vous poser quelques questions sur le premier chapitre de notre proposition de loi, notamment intitulé « Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée ». La loi climat et résilience a confié aux régions un rôle prépondérant de chef de file dans cette architecture nouvelle du ZAN, et la Première ministre l'a confirmé récemment à Marseille, tel que nous l'avions envisagé au Sénat et dans la CMP. Il s'agissait pour la région de donner les grandes orientations déclinées par les collectivités compétentes en matière d'urbanisme, la commune et le PCI, mais les décrets d'application ont profondément modifié la nature du SRADET, comme chacun le sait, qui sera désormais une forme de super SCOT régional. Et on échangera, je suppose, là-dessus, qui fixe des objectifs contraignants pour les collectivités, et plus que contraignants, c'est ce que nous... Enfin, on en parlera. Or, le SRADET n'est pas un document d'urbanisme, sauf à preuve du contraire. Il n'avait auparavant cette vocation, il n'avait pas cette vocation, et d'ailleurs, son élaboration n'offre pas les garanties habituelles de concertation qui prévalent pour les SCOT ou les PLU.
Nous n'entendons pas remettre en cause la compétence de la région naturellement, mais il nous semble qu'il faut rassurer les collectivités locales et leurs représentants ici par voie de conséquence pour apporter des garanties de dialogue territorial et renforcer l'approche décentralisée pour parler gouvernance du ZAN en clair. Pourriez-vous nous donner la position des régions sur l'article 2 également du texte qui vise à revenir à l'esprit de la loi que nous avions votée en donnant aux dispositions ZAN du SRADET un caractère d'orientation et non de contrainte. En clair, nous ne voulons pas de fascicules réglementaires et c'est l'objet là d'un bras de fer avec le gouvernement. Les régions sont-elles toutes favorables à ce que le SRADET devienne un super SCOT, comme le souhaite donc ce même gouvernement? Comment les régions entendent-elles s'emparer des propositions qui ont été faites par les conférences des SCOT en matière de territorialisation, notamment sur les critères de répartition à venir? Est-ce qu'il vous paraît de bonne pratique que les régions soient tenues de justifier de la manière dont il a été tenu compte de ces propositions, comme le prévoit l'article 2? Si vous le permettez, j'aimerais bien savoir, et je pense que la Commission s'associera à mes propos, comment ça s'est passé de votre point de vue dans votre propre région, au sein des régions, si ça en avait le retour, ce droit de proposition exercé par les SCOT, ces propositions qui devaient être déposées avant le 22 octobre, cette conférence des SCOT et les décisions que doivent prendre les régions avant la semaine prochaine, en l'état du texte, si nous ne votons pas autre chose, et dans la perspective de modifier, de réviser plutôt un SRADET. Comment vous avez accueilli ces propositions, ces demandes de différenciation? Et on échangera là-dessus si vous le voulez bien. Quel est votre sentiment sur la conférence régionale de gouvernance que nous proposons par l'article 3, qui rassemble la région, les intercos et surtout les maires, dans ce qui est à présent une simple conférence des SCOT? Le ministre n'y voit que de la complexité, une énième usine à gaz, voilà, des choses sympathiques comme ça. Mais n'est-il pas nécessaire de mettre tout le monde autour de la même table à un moment donné pour aborder ces questions? Quant au projet d'ampleur nationale et européenne, sujet très important aussi de ce texte, prévu par l'article 4, la méthode de qualification proposée, c'est-à-dire par les régions après avis de la conférence, est-ce que tout cela vous paraît adéquat? Est-ce que tout ça vous paraît adéquat d'avoir une gouvernance régionale qui donne un avis sur qu'est-ce qu'un projet d'intérêt national européen, qu'est-ce qu'un projet d'intérêt régional, etc. Faut-il y inclure des projets de nature économique? Alors on évoquera les gigafactories chères à notre présidente, mais on peut évoquer beaucoup d'autres projets économiques, y compris de nature privée, mais ayant un intérêt public, bien entendu, comme le dit le ministre, ces projets devraient-ils rester dans une enveloppe régionale au motif que le développement éco est une compétence de la région? L'artificialisation des grands projets nationaux, pour vous, est-ce qu'elle doit être répartie entre toutes les régions, comme le souhaite le gouvernement, ou sortir complètement de l'objectif de réduction de l'artificialisation, comme nous le voulons ici? Mais enfin, quel est votre sentiment sur ce sujet? Et pour finir, évidemment, ne pas être trop long, nous souhaitions vous interroger sur les mécanismes proposés par le Sénat dans le chapitre 3 de la proposition de loi qui est intitulé « Mieux prendre en compte les spécificités de territoire au profit des petites communes et de la ruralité ». Et je n'oublie pas les petites communes et la ruralité et le littoral et sa montagne, et puis les deux comme chez Frédéric. Voilà. Nous proposons deux choses. D'abord, une mise en réserve d'une petite part de l'enveloppe régionale en vue de pouvoir autoriser des projets d'intérêt supracommunal dans des petites communes n'ayant pas assez de droits. Et d'autre part, nous proposons une surface minimale pour toutes les communes à hauteur d'1 hectare, qui fait beaucoup gloser, afin d'éviter que les communes peu consommatrices ne soient sacrifiées. Je veux dire autrement, une petite commune qui n'arrive pas à se faire entendre de son EPCI, de son SCOT, de sa région, et qui ne sont pas concernés par cette histoire du ZAN, et qui a l'impression de subir cet objectif, qui ne va bénéficier au final toujours au même, c'est-à-dire les métropoles, les grands ensembles, enfin, on connaît la chanson. Donc c'est pour ça qu'on propose, nous, des filets de sécurité, et en l'espèce, donc cette surface minimale, cette enveloppe régionale, consacrée à la ruralité. Je crois que les régions sont peu favorables à ces mécanismes car elles craignent qu'ils n'amputent trop fortement l'enveloppe régionale qui doit être territorialisée. Pourriez-vous nous préciser cela et nous présenter vos propositions alternatives pour protéger les communes rurales, parce que nous sommes sûrs que vous partagez cet objectif pour autant. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la vice-présidente, vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, merci d'abord pour le principe de cette audition. J'excuse évidemment Carole Delga et puis Alain Rousset, qui est le président de la commission aménagement du territoire, qui suit également de près ce sujet du SRADET et du ZAN en particulier. Et puis vous remercier d'avoir créé à travers cette proposition
les conditions d'un débat qui vient de façon convergente aussi accompagner les régions, mais aussi les autres représentants des collectivités locales, dans des discussions que nous avons depuis cette loi, depuis les décrets d'application. On avait même discuté, été auditionné, Région de France, par le cabinet d'Emmanuel Vargon à l'époque, avant l'écriture des décrets d'application. Il y a un certain nombre de sujets que l'on retrouve aujourd'hui et que l'on avait déjà pressentis et demandé d'essayer d'éviter. Bon, on n'a pas été suffisamment entendu de ce point de vue-là. On l'avait été un petit peu sur les délais. Donc merci évidemment de nous proposer à travers cette proposition de loi la possibilité d'en discuter. Je vais répondre à vos questions et vous brosser assez rapidement les premières réactions. Et bien entendu, on complétera avec le questionnaire de façon plus complète, parce qu'il y a des sujets aussi sur lesquels on aura besoin de concerter plus en profondeur certaines autres régions. Mais bien entendu, je pourrais vous parler en particulier de l'expérience de la Nouvelle-Aquitaine. Donc vous dire en effet que, d'abord, rappeler que les régions, on a pris nos responsabilités en termes de sobriété foncière. Et la loi NOTRe, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a envie de se rapporter aussi à la loi NOTRe, et ce que la loi NOTRe avait prévu, notamment sur les SRADET, et en particulier le fait que les SRADET ne doivent pas être des super-SCOT. En effet, nous sommes là pour prévoir des schémas régionaux d'aménagement, de grandes orientations. Nous ne sommes pas des documents, le SRADET, ce n'est pas un document d'urbanisme. J'en fais la différence, je suis moi-même adjointe d'une commune de 25 000 habitants, étant adjointe à l'urbanisme. Alors vous voyez, je suis au debout de la chaîne alimentaire du ZAN de ce point de vue-là. Donc, bien sûr, on se rapporte beaucoup à l'esprit de la loi NOTRe, et les régions, on avait pris nos responsabilités sur le sujet de la sobriété foncière. Et il est vrai qu'on s'est engagé, parce que voilà, on respecte la loi, donc on s'est engagé dans ce timing de février 2024 sur deux sujets qui sont extrêmement complexes. Et c'est ça qui est difficile. Vous parlez, monsieur le rapporteur, du maire rural, du maire un peu isolé, qui découvre tout d'un coup une masse de réglementations et de sujets qui peuvent l'inquiéter, et on le conçoit très bien, et toutes les régions l'ont très bien entendu et conçu, qu'effectivement c'est très complexe. Et c'est d'autant plus complexe que l'on compte la consommation jusqu'en 2031 et le passage aux ZAN jusqu'en 2050-51, ce qui n'est pas la même façon de penser et d'imaginer les choses. Donc de ce point de vue-là, tout ce qui est dans la proposition de loi pour venir faciliter la coordination entre consommation et artificialisation, je pense que ça sera des sujets évidemment intéressants aussi. Bon, on s'est mis dans ce travail, évidemment, toutes les régions se sont organisées et ont organisé une concertation pour travailler d'abord cette territorialisation et puis dans un second temps le parcours vers le ZAN. On s'est très vite retrouvé confronté à un certain nombre d'interrogations qui ont été portées et par Région de France, Carole Delga, et par les présidents de région qui ont pris l'initiative d'écrire soit à Madame la Première ministre, soit à Christophe Béchu, en relevant et en demandant un certain nombre de sujets. Le desserrement du calendrier, assurément, ou en tout cas, on a fait des propositions, évidemment, dans ce sens. La question des grands projets, parce que ça nous semble extrêmement inéquitable de ce point de vue-là, et tout dépend du parcours et du contexte des régions, évidemment. Et puis ce sujet que l'on partage, il y a eu un recours de l'AMF sur les décrets, sur la question du fascicule des règles ou du fascicule des objectifs, et c'est également une situation que l'on partage. On a pu faire passer ces évolutions-là. Il est vrai que depuis le mois d'octobre, et Christophe Béchu nous avait concerté début octobre en nous disant que très vite il allait demander une réécriture des décrets d'application à tout le moins, mais sans changer le cadre de la loi et sans changer le délai de février 2024. Donc c'est pour ça que la proposition peut peut-être venir un peu ouvrir des perspectives, et c'est une bonne idée. Mais force est de constater que depuis, nous n'avons pas d'informations concrètes, pas non plus sur le délai, et que les courriers sont restés plutôt sans réponse, ce qui nous pose souci et question. Et théoriquement, si on doit, dans le rétro-planning de février 2024, avancer, on devrait, là, toutes les régions, voter en mars-avril la proposition de modification des SRADET pour ensuite avoir tout le temps pour être à temps sur février 2024. Donc évidemment, on est dans une situation de blocage. Et au-delà de ce sujet de timing, de calendrier et d'incertitude sur l'écriture ou la réécriture des décrets d'application, on a aussi fait remonter par le fruit de la concertation, vraiment, parce que je pense qu'en effet, et vous l'avez dit, personne d'autre que les régions n'est plus au fait de ce qu'est la construction d'un SRADET. On les avait tous fait. On doit recommencer.
quelques mois ou un an et demi plus tard. S'il y a un sujet, et j'en reviendrai sur ma conclusion là-dessus, c'est vraiment la nécessité de la stabilité des documents d'aménagement du territoire, la stabilité des documents de planification. Être sans arrêt en train de refaire et de retravailler ces sujets-là, c'est absolument pas raisonnable. Donc de ce point de vue-là, effectivement, on a un certain nombre, au-delà du problème de calendrier, on a des problèmes d'impensé de fond. Le rapport entre ZAN et logement social, le rapport entre ZAN et évolution du trait de côte ou loi montagne, en effet. Le rapport entre ZAN et capacité de renaturation dans les communes rurales, c'est aussi évidemment un sujet de question. Et le rapport entre ZAN et énergie renouvelable. Donc ça, c'est aussi des sujets de fond sur lesquels on n'a pas de réponse. Si j'en viens rapidement à vos articles et à vos propositions, il y en a un certain nombre qui vont recueillir un avis assez favorable de la part des régions et qui vont de façon convergente dans ce sens-là. Sur la demande de desserrement du calendrier, oui, bien sûr, c'est une bonne chose, en tenant compte, parce que on est en responsabilité sur ces sujets-là et les territoires nous attendent aussi. Un certain nombre de territoires sont actuellement en cours de révision ou d'élaboration de leur SCOT, de leur PLUI, de leur PLU. Eux sont inquiets du timing aussi, évidemment, et du calendrier. On a cette écoute-là envers eux. Décaler d'un an, il faut le faire pour tout le monde, bien entendu. Ce que l'on vous demanderait et ce que l'on fera valoir, c'est l'idée de ne pas décaler que sur la partie foncière, puisque la loi climat résilience et la loi AGEC nous demandent aussi des modifications, bien souvent des SRADET, sur d'autres volets. Pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est le cas pour la logistique et c'est le cas pour les déchets. Il nous apparaîtrait curieux de modifier là le SRADET sur ces volets-là, parce que le calendrier n'aurait pas été modifié, alors qu'on aurait un an de plus pour le foncier. On ne peut pas, comme je l'ai dit, être sans arrêt en train de refaire et réélaborer des SRADET. Surtout que c'est un coût pour les régions et c'est en fonctionnement pour nous. Donc, mais sur le principe, évidemment, c'est bien. Sur l'enveloppe nationale, c'est notre souhait. Et notre souhait pour une enveloppe nationale, c'est que ça soit un comté à part. Le ministre Béchu parle d'un comté à part depuis le début. Oui, un comté à part, mais nous, on veut un comté à part hors ZAN. Enfin, hors enveloppe blanche, hein, qui ne soit pas remutualisée et redistribuée entre les régions, partant du principe aussi qu'on n'a pas le même contexte. Dans le travail d'élaboration des SRADET, les régions, on a fait ce travail en tenant compte des parcours et des trajectoires des territoires, et en différenciant justement selon les territoires. Là, la loi ne vient pas différencier suivant les régions et suivant les parcours et les situations des régions. On n'a pas toutes le même taux d'artificialisation, on n'a pas toutes les mêmes capacités de friche, voilà. Donc il faut aussi réfléchir les choses. Donc et puis on n'a pas tous le même développement. Évidemment, je suis d'une région concernée notamment par GPSO et par la LGV à continuer. Donc il nous apparaît très normal que ces grands projets-là remontent dans une enveloppe nationale sans être mutualisés ensuite. Et oui, bien sûr, pourquoi pas, au-delà des projets d'infrastructure, faire monter dans ces projets-là des projets industriels. On doit réindustrialiser la France. Il y a les gigafactories, il y a d'autres sujets. En Nouvelle-Aquitaine, on propose dans la liste des grands projets un projet de nature industrielle, voilà, dont on connaît et dont on mesure déjà l'impact. On avait déjà proposé et demandé s'il était possible d'avoir une enveloppe blanche pour le développement économique et pour les grands projets industriels. Il nous a été dit que non, il faut être en capacité de mesurer l'impact en nombre d'hectares des grands projets qui remonteraient. Il y a peut-être un sujet sur les différents critères, mais là, pour le coup, je vais parler Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai que certaines régions sont très grandes. C'est d'actualité en ce moment. Il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, considérer qu'un grand projet au niveau national serait un projet interrégional, ça va par exemple nous amener à ne pas pouvoir décompter au niveau national la liaison Poitiers-Limoges, que l'on considère comme étant d'intérêt national, mais qui est au sein de notre région. Donc ça aussi, c'est des sujets sur lesquels il faudra probablement qu'on puisse discuter. Sur la partie fascicule des objectifs ou fascicules des règles, ce que l'on aimerait, nous, les régions, c'est en revenir à l'esprit de la loi NOTRe, qui laissait la liberté aux régions. Pas forcément, on est d'accord pour que ça ne soit pas obligatoirement dans le fascicule des règles. Peu de régions ont mis les 50% d'ailleurs dans le fascicule des règles. Pourquoi le rendre obligatoire absolument dans le fascicule des objectifs? Pourquoi ne pas laisser un peu plus de latitude aux régions pour décider entre objectifs et règles? Ça peut faire partie des sujets. Juste Nouvelle-Aquitaine, par exemple, on a mis les 50% dans le fascicule des objectifs, donc on est sur la prise en compte. On a mis quand même une règle générale qui parlait de la sobriété foncière sur le fait d'en tenir compte, et c'était négocié avec les SCOT à l'époque. Pardon de vous interrompre, ce sera la seule fois, mais c'est un point très important. Il est technique, mais il est très très important. Donc vous n'êtes pas en demande,
d'un fascicule réglementaire dans chaque SRADET. Vous n'êtes pas en demande, au nom de Région de France, de SRADET normatif. Vous ne dites pas que le sens de l'histoire, concernant toutes les politiques publiques, logement, logement social et autres, urbanisme et aménagement, c'est d'avoir des régions chefs de file qui planifient tous ces sujets. C'est bien ce que vous dites. Le fascicule des objectifs, il est quand même normatif. Mais c'est juste le sujet de la prise en compte. Par rapport au ZAN, hein, je parle bien du ZAN. Puisqu'on est dans la technique et dans les mots, la prise en compte, c'est bien ce que vous dites. Oui. Ce n'est pas une mise en compatibilité que vous prenez. Nous, on demande d'en revenir à l'esprit de la loi NOTRe, qui nous laissait la possibilité d'inscrire la sobriété foncière, soit dans les objectifs, soit dans les règles générales. Voilà, laissez le choix, suivant le contexte. Donc ça peut être prescriptif. La Nouvelle-Aquitaine, on a mis 50% en objectif. Et ça a été fait exprès, ça a été le fruit de la négociation avec les territoires. Et en règle générale, on a dit qu'il fallait d'abord inciter et faire la démonstration que les projets ne pouvaient pas se tenir dans l'enveloppe urbaine existante, d'essayer, voilà, un petit peu comme ça a été, c'était surtout sur la question du commerce et du commerce de périphérie, de faire en sorte sur ce sujet-là de limiter l'extension du commerce de périphérie et de dire qu'il faut d'abord prouver que ça ne peut pas trouver sa place dans l'enveloppe urbaine existante ou en centre-ville ou en centre-bourg avant de pouvoir tout simplement aller sur des terres nouvelles. Voilà. Et ça, on l'a mis dans les règles générales avec une portée un petit peu plus prescriptive. Donc il peut y avoir comme ça de la finesse. Tout le principe, c'est celui de respecter la négociation. Et ça avait été discuté et coécrit avec les SCOT à l'époque, parce que n'existait pas encore la fameuse conférence régionale des SCOT, mais il n'en demeure pas moins qu'on l'avait réunie de façon ad hoc. Voilà. Et toutes les régions ont fait de la même manière. C'est évidemment pour nous important. La prise en compte des efforts passés, oui, c'est un principe vertueux. On y travaille. C'est pas facile dans les faits. Chaque territoire considère qu'il a été vertueux de son point de vue et de son contexte. Donc de ce point de vue-là, ça sera voilà. Il faut comment trouver une méthode là-dessus sur la prise en compte. On y travaille, c'est compliqué. C'est compliqué. Si on regarde la consommation pure, vous avez une géographie qui ressort. Et on voit très nettement les hectares consommés par EPCI ou par SCOT ou par département. Si vous rapportez la même mesure par habitant supplémentaire, l'image est inversée. Bien souvent, les territoires plus ruraux ou les territoires moins attractifs ont consommé beaucoup plus d'hectares par habitant supplémentaire. Donc on essaie de travailler différemment en regardant finalement la consommation sur les dernières années et en distinguant, on essaie de distinguer 2011, 2016, 2016, 2021 pour voir quel a été l'effort et on essaie de mesurer ça. Voilà. Mais c'est complexe, hein, quoi qu'il en soit. La mesure des efforts passés, il y a beaucoup de pédagogie aussi à faire là-dessus, parce que, évidemment, les SCOT voient, et on a dans notre SRADET actuel, notamment cette notion de trajectoire, c'est-à-dire un SCOT qui est à 30%, qu'il arrive à 45%, il fait déjà un gros effort après tout. Bon, voilà. Mais il faut évidemment y faire attention. Et puis ensuite, il y a les dispositions que vous avez citées sur lesquelles on est évidemment plus mesuré. La conférence régionale pour le ZAN. Alors, je ne reprendrai pas les propos du ministre, mais c'est vrai que du côté de Région de France, on considère pour nous que ce n'est pas forcément quelque chose de souhaitable. On a déjà l'habitude de travailler avec la conférence régionale des SCOT, qui d'ailleurs intègre les EPCI. On a tous créé des commissions de concertation ad hoc. On a la CTAP, qui est un lieu dans lequel toutes les étapes du SRADET sont discutées et sont présentées. En Nouvelle-Aquitaine, on a créé un groupe de travail issu des membres de la CTAP, ajoutant les représentants des associations départementales, des maires ruraux, sur lesquels on travaille et on leur montre, ce sont les personnes en Nouvelle-Aquitaine les plus à jour de ce que l'on travaille sur le SRADET et sur le ZAN. Voilà, une conférence régionale ZAN qui viendrait obliger la région à rendre systématiquement des comptes sur toutes les décisions, ça nous apparaît compliqué à mettre en œuvre. Ça va relancer systématiquement des débats compliqués. Il y a beaucoup de pédagogie à faire, on l'a fait, les régions, on a pris nos responsabilités de ce point de vue-là. Tout le monde a créé ces temps de concertation, de discussion et de dialogue. Cette conférence-là, telle qu'elle est proposée, nous apparaît
difficile à mettre en œuvre, difficile à faire vivre, et voire même ne pas respecter pour le coup le chef de fila de la région en matière d'aménagement du territoire. Donc oui, elle nous pose difficulté. Auriez-vous, Madame la Vice-Présidente, une proposition à formuler qui permettrait une gouvernance partagée avec des collectivités, si je peux me permettre? Là, vous avez votre organisation régionale, mais vous le savez, enfin voilà, toutes les régions ne fonctionnent pas de la même manière. Et surtout, c'est lié à la prescriptivité qui est voulue aujourd'hui dans les décrets. Alors franchement, je ne connais pas une région qui actuellement fait son SRADET et son ZAN sans discuter avec ceux qui sont au cœur de la planification, c'est-à-dire les représentants des SCOT et les maires. Et puis on a beaucoup de courriers, on a beaucoup de remontées. Au-delà des concertations qu'on fait, sincèrement, on tient vraiment compte de ce qui est tenu. Non, pour nous, la conférence régionale des SCOT intégrant les EPCI sans SCOT, la CTAP et les commissions ad hoc que l'on a pu monter, pour nous, suffisent. Une conférence régionale du ZAN, très sincèrement, c'est un sujet où dès que vous rassemblez, et je vous parlerai de des propositions des conférences des SCOT, ils ont déjà eu beaucoup de mal à se mettre d'accord entre eux. Parce que chacun, finalement, défend, et c'est bien normal, son propre parcours, son propre territoire, son propre contexte, sa propre situation. En Nouvelle-Aquitaine, la conférence régionale des SCOT n'a pas fait de proposition de pourcentage de territorialisation. Parce que c'était impossible pour eux de se mettre d'accord. Et donc, à un moment, en effet, c'est l'apport de la région d'avoir cette vision un peu supra et de faire des propositions qu'ensuite on discute et qu'on concerte. Donc, pour nous, cette conférence régionale du ZAN, elle nous apparaîtra vraiment difficile à mettre en œuvre et probablement surabondée à des dispositifs qui existent. Et à un moment, on a le chef de fila en aménagement du territoire. C'est quand même un peu respecter les compétences des régions, de les laisser s'organiser et organiser la concertation là-dessus. Et bon, dans le détail, mais on verra, hein, on réfléchit évidemment à ce qu'on pourra vous écrire là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas de balayer la possibilité de discuter, de concerter et d'expliciter les décisions, mais si je reprends les articles, il y a vraiment des sujets sur lesquels les régions vont être très mises. D'abord, la composition, il faudrait quand même effectivement en discuter. Les pouvoirs qui seraient donnés à cette conférence, si on doit systématiquement, par délibération, en assemblée plénière, justifier, par exemple, de toutes les décisions que l'on aurait à prendre sur une demande d'un EPCI de faire rentrer un projet ou pas dans une enveloppe régionale ou quoi, sincèrement, ça nous apparaît assez difficile à mettre en œuvre et tout le monde va demander son projet. Je ne fais pas un rendez-vous avec un président de PCI qui n'a pas son propre projet ou ses 2-3 projets à faire remonter dont il considère, et c'est normal de son point de vue, qu'il est d'un intérêt primordial et d'un intérêt supérieur. Si on fait ça, la difficulté va être celle de la mise en œuvre de la sobriété foncière et de l'objectif final des 50% territorialisés. Je crains en 2031 qu'on n'y arrive pas. Si je couple avec le sujet de la garantie rurale, vous voyez que ça renforce ce côté un peu échappatoire à l'objectif général. Ça nous apparaît compliqué d'entrer dans ces dispositifs-là. Mais on vous l'écrira de façon plus précise aussi. J'ai bien entendu votre question là-dessus. La garantie rurale, bon... de la même façon, hein, les régions, on tient compte, parce qu'on a bien compris. Encore une fois, il y a deux sujets. Hein, le sujet de la consommation, le sujet du ZAN. Les maires ruraux ont, à juste titre, porté l'idée qu'il fallait raisonner par projet, plutôt que raisonner par décompte, voilà, que c'était pas ça. Et franchement, on est assez d'accord avec ce sujet-là, et c'est important, et je comprends très bien, et on comprend très bien les maires ruraux qui disent, mais avec le ZAN, on n'aura rien à renaturer, c'est inéquitable. C'est vrai. C'est vrai. Un territoire qui aura des facilités à renaturer, évidemment, pourra réouvrir des droits à consommer. Donc, effectivement, il faut réfléchir là-dessus. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, mais d'autres régions le font, on réfléchit à... puisqu'on doit territorialiser, faire en sorte que les communes rurales ou les secteurs ruraux, les secteurs qui ne sont pas en profil d'hyper-attractivité ou qui n'ont pas été très consommateurs du foncier, puissent disposer d'un pourcentage plus favorable. Le premier sujet ce que l'on a vu par rapport à la conférence régionale des SCOT et par les propositions que l'on a eues. On s'est mis d'accord sur l'échelle de territorialisation.
Ça, on l'a discuté avec les SCOT et on sera à l'échelle des SCOT, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. On avait pensé aux EPCI sans SCOT, on s'était dit on va les regrouper peut-être à l'échelle de nos contrats de territoire ou quoi. On a vu que finalement on n'avait pas le pouvoir et on n'a pas finalement les régions à décider que des EPCI vont devoir se regrouper entre eux. Ils n'ont pas fait de SCOT, c'est en général pas par hasard, et les forcer à se regrouper entre eux pour décider. Nous, on considérait que d'être à une échelle plus large, ça permet d'être plus intelligents ensemble sur l'aménagement, mais en tout cas, si c'est pas leur choix, donc pour les EPCI sans SCOT, on sera à l'échelle des EPCI. Ça, c'est vu avec l'échelle, avec les SCOT. Ce qui est vu aussi en commun avec les SCOT, c'est le fait qu'on parle plutôt en pourcentage plutôt que de parler en hectares. Parce que ça laisse plus de souplesse, évidemment, dans la question, dans le principe des trajectoires. Donc, on ne va pas fixer des hectares à consommer et des enveloppes d'hectares à consommer. On va donner des pourcentages par profil. Vous pourriez nous dire pourcentage par rapport à quoi? Quand vous dites pourcentage, alors, c'est la territorialisation des 50%. Si on était à 50% sans projet d'envergure nationale ou régionale, c'est 50%. Ça veut dire que certains territoires sont à 52, d'autres à 48, en fonction de leur profil, de leurs besoins. Ça peut être du 53-47, tout dépend. C'est ça la territorialisation. C'est ne pas fixer 50% à tout le monde. Parce que sinon, nous, on a mis 50%, toutes les régions ont mis 50% à peu près. Donc la territorialisation, c'est ça. La difficulté, et c'est pour ça qu'on a beaucoup milité pour l'enveloppe nationale, c'est que en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est pas 50% qui va servir d'étiage, c'est 54%. Parce qu'on va devoir mutualiser 3500 hectares que l'on sait en prévisionnel de grands projets. Ça veut dire que les 50%, ils sont à 54. Et de là, si ça ne change pas, mais on espère que ça va changer, de là, eh bien, il va falloir territorialiser. Donc on a fait 5 profils. Profil littoral et rétro-littoral, profil métropolitain, profil des grandes aires urbaines, profil en confortement, profil en revitalisation. Et à chacun, on va donner un pourcentage à l'échelle du SCOT ou à l'échelle de l'EPCI sans SCOT. Si on est un profil en revitalisation, ça sera peut-être du 51% par rapport à 54, et un profil littoral, ça sera peut-être du 58. Bon, on travaille ça, et ça vraiment on le travaille en discussion avec les territoires, on fournit toutes les études, tous les calculs. Pour nous, l'important, c'est de ne pas partir de 54, c'est bien de partir de 50, c'est-à-dire de bien faire remonter cette enveloppe des projets nationaux pour ne pas gréver la possibilité de développement des territoires au niveau local. Mais c'est ça que ça veut dire la territorialisation, et c'est ça qui est au final dommage dans ce dispositif de la loi climat résilience, c'est que la sobriété foncière, c'est vertueux. Ça permet de travailler différemment l'aménagement du territoire. Bien sûr qu'on a eu des pratiques qu'il faut repenser. Ça a été le cas sur le commerce de périphérie et tout le monde s'en est rendu compte maintenant. Mais territorialiser ou aller vers le ZAN, ça devient plus compliqué, ça crispe et la vertu se perd un peu en chemin, évidemment. Et surtout, le grand défaut, c'est que ça pousse tout le monde à travailler sur du quantitatif. Là où en matière d'aménagement du territoire et de sobriété foncière, on devrait travailler sur le qualitatif. Et donc dans cette proposition de loi, la question du qualitatif, elle doit être vraiment un fil rouge, un fil directeur à notre sens, parce que c'est là-dessus qu'il faut. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve avec les grandes associations, AMF, AMRF, départements, interco. C'est travailler sur le projet, sur le qualitatif, sur l'aménagement autrement. Voilà, tout le monde ne peut pas densifier de la même façon. Oui, il faut changer les formes urbaines, mais ça demande du temps. C'est tous ces sujets-là qui sont un peu impensés. Et le fait de nous contraindre là à être sur du quantitatif dans un délai extrêmement restreint et d'engager tout le monde dans des modifications, ça devient un peu malheureusement contre-productif à un objectif que tous les élus ont au contraire intégré. Donc bon, sur cette garantie rurale à voir, c'est vrai que du coup, si elle fixe 1 hectare, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut bien mesurer ce qui est du ressort des SRADET et ce qui ne l'est pas. Voilà, on n'est pas du ressort du SRADET de descendre à la commune. C'est ni notre volonté, ni notre objectif, ni notre savoir-faire, très, très concrètement. Donc il faudra trouver des modalités d'organisation. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, la garantie rurale, on l'a assurée à travers le profil revitalisation et confortement. Voilà, par exemple. Il y a des solutions, il y a des intelligences qui sont possibles. Sur... Vous précisez ce profil revitalisation confortement, vous l'appliquez par un pourcentage uniquement ou il y a pourcentage. C'est un pourcentage, voilà. Sur la territorialisation, je ne sais pas encore. Le jour où je saurai dire ce qui sera décompté en grand projet, voilà. Sachant qu'on veut aussi conserver une enveloppe des grands projets régionaux, c'est important, parce que tout n'a pas vocation à remonter au niveau national, on est d'accord. Il faut garder cette capacité de mutualisation. Il y a plein de dispositifs intelligents sur lesquels on peut réfléchir à travers ces SRADET, c'est plutôt de cette façon qu'on voit les choses. La question de la fongibilité, vous parlez des projets territoriaux, c'est très intéressant comme dispositif. Bien sûr, pourquoi pas.
J'ai vu dans votre proposition de loi qu'il serait considéré que les grands projets, les projets territoriaux pour les EPCI et les communes sans SCOT ou sans PLUI pourraient peut-être décidés par les SRADET. À notre avis, non. On n'a pas, nous, les régions, à s'occuper de ça. Ce n'est pas forcément la modalité. Pour le coup, on est vraiment dans le local. Là où il y a des SCOT, ils décideraient de leur trajectoire. Et ceux sans SCOT ne pourraient pas. Ça serait la région qui déciderait. Ça nous apparaît un peu... Ça paraîtra difficile. Ça, pour le coup, s'il y a une conférence régionale du ZAN, je peux vous garantir que ça posera discussion, évidemment. Donc, on peut trouver plein de sujets. Sur le logement social. Sur le logement social, pourquoi pas prévoir une décote ? Pourquoi ne pas prévoir une décote pour le logement social sur la consommation foncière? Il y a plein d'idées, il y a plein de choses comme ça. Simplement, effectivement, dès qu'on est dans le quantitatif et qu'on fixe comme ça des choses très précises, ça devient plus compliqué à mettre en œuvre et surtout bien réfléchir à ce qui est du niveau d'une région et ce qui n'est pas du niveau et des compétences d'une région là-dessus. Voilà. Alors la saisine, voilà, bon, l'article 5 sur la saisine des EPCI après avis de la conférence ZAN sur les projets d'ampleur régionale, ça nous paraît vraiment impossible à mettre en place. Enfin, ça, là-dessus, pour nous, ça ne nous paraît pas souhaitable et acceptable. Et puis voilà. Bon, après, je peux répondre à toutes vos questions. Il y a la question des jardins aussi, des espaces verts, de la densification, du calcul de la consommation, de l'artificialisation. Il y a plein de sujets sur lesquels on vous répondra aussi, évidemment, par écrit là-dessus. Position de l'ARF et aussi teintée de votre expérience, évidemment. Sans plus attendre, je rends la parole tout de suite à notre rapporteur qui a une ou deux questions à vous poser. Et derrière, Madame Cukierman, et si vous pouviez prendre votre tour les uns les autres si vous avez des questions à poser. Ou après, Sonia, oui, mais que je commence à prendre le tour. Moi, je vais intervenir rapidement et laisser plutôt la parole à mes collègues, mais réagir sur une chose. Déjà, donc, merci, parce que c'est très riche comme intervention que vous nous proposez. Et donc, vraiment, merci infiniment de nous aider. Ma question est la suivante. En fait, donc, j'ai opiné tout le long, et puis je suis plus d'accord sur la conférence régionale et votre réaction. C'est bien ça mon problème à ce stade. Je vais vous le dire autrement. Je suis maire rural, maire d'une petite commune. Je ne suis pas arrivé à me faire entendre de l'EPCI, du SCOT, encore moins de la région. Ça arrive. Je ne me sens pas concerné par le ZAN. Je subis le ZAN. J'ai l'impression que c'est un truc de riche, un truc de métropole. Voilà. Et pour autant, c'est un objectif que je partage parce que je ne suis pas idiot. J'ai compris que l'air du temps me le demande. Outre, Ronan me fait les gros yeux si je suis conscient de l'urgence climatique. Voilà, admettons. Voilà. Par ailleurs, non mais... Quels que soient les bancs, on a voté la territorialisation, qui veut dire un droit de proposition exercé par les SCOT avant le 22 octobre dernier. Il faut être franc, l'État n'a rien fait pour que ça marche, cette affaire, parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il ne pouvait pas, enfin il y a mille raisons, de sorte que sur votre table, le 22 octobre, il n'y a pas grand-chose. Et là, on a deux types de régions, je le dis de manière très très rapide et caricaturale, parce que ça, j'accélère. Il y a les régions qui s'embarrassent et celles qui s'embarrassent moins. Alors celles qui s'embarrassent, c'est parce que se sentent imprégnées de ce chef de fila, la transition écologique, et puis il y en a même certaines qui veulent créer une agence régionale, etc. Et savoir même à la commune près ce qui va se passer sur l'artificialisation pour décider à la commune près, je caricature. Voilà. Mais il y a celles qui ne veulent pas s'embarrasser, parce qu'en réalité, droit de proposition veut dire demande de différenciation. Et après, vous avez à dire toi oui, toi non, toi plus, toi moins. Et vous ne voulez pas, vous, région de France. Voilà. Sauf à avoir une vision d'ensemble. Voilà. Alors donc là, notre territorialisation, c'est un échec. Ce qui fait que la colère est intacte, quels que soient les bancs, et ça devient une mission conjointe de contrôle qui dépose une proposition de loi. Et il y a cette commission spéciale aujourd'hui où on a plusieurs réponses à apporter, mais notamment deux. Qu'est-ce qu'on dit à ces maires ruraux, à ces petites communes du littoral de la montagne, à chaque fois j'oublie pas, qui n'ont pas réussi à se faire entendre? On propose 2 filets de sécurité. Pourquoi ce droit universel? Ce droit universel parce qu'on ne veut pas opposer l'urbain et le rural, parce qu'il est universel, comme son nom le propose. Alors, on constate déjà sur le terrain que ça rassure beaucoup d'élus d'entendre parler de cet hectare-là, alors qu'il n'est pas un hectare open bar qui sortirait du ZAN, c'est dans le cadre des procédures évidemment d'urbanisme, mais il rassure déjà. Alors le ministre nous parle du droit
au 1%. On n'en sait toujours pas plus sur ce 1%, ce qu'il implique et qui sort gagnant de cette affaire. Voilà. Mais c'est pour ça. Et la part réservée ruralité, c'est un peu ça aussi. C'est pour donner un deuxième motif à nos élus de se rassurer et d'aller dans le ZAN, quoi qu'on en dise. Et la gouvernance, c'est quoi? La gouvernance, c'est parce qu'on a l'impression depuis le début que... comment dire? Je vais rester... on a quelques hauts fonctionnaires qui définissent en accord avec eux-mêmes, de manière unilatérale et un petit peu arbitraire, ce qu'est un projet d'intérêt national. Outre qu'entre-temps, on a des décrets qui reviennent sur tout ce qu'on a voté, et que non seulement on ne sait pas ce que c'est qu'un projet d'intérêt national, mais ça ne sort pas vraiment du décompte. Enfin, ça n'est pas décompté, c'est pas compté à part. Voilà. Outre que le fait que les décrets reviennent sur quasiment tout ce qu'on a voté. Donc, voilà. Mais voilà, les projets d'intérêt national, on s'est dit quand même pas mauvais de demander aux élus ce qu'ils en pensent. Voilà. Alors, je sais bien qu'on en a marre des CTAP, on en a marre de tous ces dispositifs qui sont lourds à gérer, qui existent déjà. Alors, cela dit, vous dites, c'est intéressant dans votre propos, vous dites ça marche. Alors c'est la première fois que j'entends ça, que le CTAP ça marche, qu'une conférence ESCOT ça marche. Merci de ne rien rajouter. Mais il se trouve que les élus hyper ruraux que nous avons là, eh bien, ils ont toujours l'impression que leurs élus les plus ruraux dans leur département, eh bien, n'arrivent pas à se faire entendre dans une conférence ESCOT, n'arrivent pas à faire valoir leur spécificité. Donc notre autre question, c'est ça, c'est comment faire en sorte qu'on puisse malgré tout donner un avis sur qu'est-ce qu'un projet d'intérêt national, qu'est-ce qu'un projet d'intérêt régional, et puis cette gouvernance du ZAN au quotidien, alors qu'il serait un quotidien annuel, un rendez-vous annuel. Je renature, est-ce que je peux récupérer des droits? Est-ce que j'ai pas besoin de tous ces droits? Est-ce que je peux les transférer? Enfin, un peu de souplesse dans ce truc. Alors voilà, d'où la question récurrente de la présidente, si c'est pas ça qui marche, quelle forme de gouvernance on peut imaginer, vous voyez? Mais c'est un peu ça, sous le souci de la gouvernance, c'est les questions que nous nous posons, vous voyez? Donc en fait, ma question c'est ça, c'est est-ce que vous... Parce que je pourrais faire aussi une petite sortie sur la concertation, parler de la concertation des SCOT et des PLUI et des PLU. Mais une concertation d'un SRADET. Moi, j'ai des remontées dans ma région. Alors voilà, on fait des ateliers. Les maires vont coller un post-it contre un mur pour dire ce qu'ils veulent. Voilà. Et au bout de 2 heures, on fait une synthèse. Voilà. Il m'est même arrivé de voir une vice-présidente avoir sur son ordinateur un PowerPoint. C'était en novembre. Du mois de février, elle savait déjà ce qu'elle allait dire en février. Donc en réalité, pas vraiment de discussion autour des propositions, les rares qui ont été déposées. Vous voyez, je suis un peu véhément, mais c'est pour aller vite. Et c'est pour vous faire réagir, parce que c'est un propos évidemment très intéressant que vous proposez. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, Madame la vice-présidente? Madame la vice-présidente, et juste quand même, le changement de nature du SRADET, qui devient prescriptif si effectivement le gouvernement va au bout, justifie aussi l'attente forte des niveaux de collectivité infra qui se disent mais moi, où je me manifeste, où j'exprime mes priorités, mes propositions, si demain un caractère prescriptif se pose au SRADET et que de fait, ce sera demain le contenu de mes documents d'urbanisme. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, il y a une vraie revendication des élus de par le changement de nature. Mais c'était déjà prescriptif. Ça allait plus avec l'obligation dans le fascicule des règles générales. Non mais ça allait plus du fait de l'inscription obligatoire dans le fascicule des règles générales, ce qu'on ne demande pas. Il n'y a pas de souci. Nous, on demande d'en revenir à la loi NOTRe, c'est-à-dire... voilà. Ah ben, c'est bien de changer. C'est pour ça que pour nous, c'est un dispositif avec lequel on est d'accord. Simplement par rapport à la proposition, là, si j'ai bien lu la proposition de loi, c'est de dire que ça sera obligatoirement dans le fascicule des objectifs, donc dans le simple niveau de prise en compte. Nous, on proposerait peut-être d'en revenir à la loi NOTRe, c'est-à-dire de laisser la liberté aux régions, de travailler un peu en finesse aussi les règles générales sur la sobriété foncière si elles le souhaitent. Voilà, tout simplement. Mais bon, après, c'est pas... Mais que ça ne soit pas dans le fascicule des règles générales, enfin, c'est convergent là-dessus et on a en plus très bien compris le recours de l'AMF, puisque c'est venu par décret d'application en plus. Donc, pas de souci là-dessus, on est convergent. Sur la conférence régionale, notre seul sujet, c'est d'être opérationnel. C'est-à-dire, bon, j'ai bien vu, on regardera et on fera des propositions aussi sur la composition et sur la nature de ce qui peut être proposé, et des pouvoirs et des prérogatives donnés. Simplement, là où on vous alerte, c'est de dire, ce ZAN, si j'en parle...
Tous les VP aménagement de territoire de toutes les régions seraient dans la même situation que moi. Et les présidents de région qui sont vraiment, qui peuvent pas faire un rendez-vous avec un élu depuis un an sans qu'on leur parle du ZAN, hein, très franchement, tout le monde est assez au fait des choses. Donc la concertation, c'est plutôt notre intérêt de la faire, les régions. C'est ça que je veux vous faire entendre. Bien sûr, certaines régions se sont plus ou moins engagées dans la sobriété foncière, ont testé et tout, mais au final, on s'est tous retrouvés de façon assez convergente. Et on fait beaucoup de benchmarking, simplement on fait en même temps, hein. Donc on a un groupe de travail SRADET à Région de France, on fait beaucoup de benchmarking, les présidents en parlent en assemblée de Région de France pour voir où ils en sont, ce qu'ils font, et la situation dans laquelle on est à peu près tous, je peux vous citer, j'ai la liste et on a fait le travail avec les équipes, j'ai la liste de où en sont toutes les régions exactement sur la situation de blocage actuelle, à peu près, il n'y en a qu'une ou deux qui continuent à avancer un peu dans le calendrier. Donc on partage quand même un peu la méthode. Simplement, vous n'aurez pas réglé le sujet de la représentation de chaque maire rural parce que dans une conférence régionale des SCOT, il sera représenté par 10 maires ruraux. Voilà, hein, ce problème de comment faire redescendre en granularité, en finesse, la pédagogie de ces sujets-là, je ne pense pas que cette conférence régionale du ZAN y répondra à 100%. Ça m'étonnerait. Vous aurez toujours des maires qui découvriront un peu... Voilà. Et encore une fois, le fait de travailler par profil, et il y a plein de choses dans cette proposition de loi qui nous apparaissent très intéressantes. Ce que vous proposez sur les communes littorales, ou sur les communes de montagne, c'est-à-dire de tenir compte déjà des injonctions qu'elles ont, c'est évidemment très intéressant. Moi, j'y suis favorable. Est-ce qu'il faut cumuler... Le sujet, c'est de ne pas perdre de vue quand même un objectif global de sobriété foncière. Est-ce qu'il faut cumuler le fait de rendre en renaturation ce qui aura été finalement démoli ou abandonné du fait de l'évolution du trait de côte, plus ne pas décompter en consommation foncière ce qui sera construit de nouveau? Je ne sais pas s'il faut cumuler les deux, sincèrement. Mais bon, votre proposition, elle a au moins l'avantage de nous faire nous interroger là-dessus. Mais en tout cas, compter ça de façon différente, oui. Pour la montagne et pour la loi montagne, c'est pareil. Il y a plein de sujets sur lesquels c'est intéressant de faire avancer les choses. Et si la loi change, parce que le sujet et les discussions qu'on a avec le ministre, c'est qu'il nous a dit qu'il ne changerait pas la loi. Ce qu'il voulait réécrire, c'est les décrets d'application. Donc si la loi change à travers cette proposition, tant mieux. Ça vous permet de proposer des dispositifs qui vont être de nature à rassurer les élus. Et je ne suis pas sûre que la conférence... Tout simplement parce que là, il y aura des choses écrites que les SRADET devront respecter. Et nous, on respecte la loi, donc que les SRADET devront respecter. La conférence régionale du ZAN, encore une fois, avec ses pouvoirs, et nous demandant, il y a des conseils régionaux aussi parmi nous, de délibérer systématiquement en justifiant de pourquoi on n'a pas tenu compte de tel projet ou de tel projet. Je ne vais pas dire usine à gaz, mais la foire d'empoigne, on va la connaître. Et la façon dont chacun va regarder le voisin et comment nous, régions, on va justifier que là, on va en tenir compte et là, on ne va pas en tenir compte, franchement, ça va être très compliqué à objectiver. Le sujet d'un SRADET, c'est qu'on doit être dans de l'objectivation, voilà. Et si on va dans des particularismes et qu'il faut qu'on justifie par délibération systématiquement de tous les particularismes ou de notre refus du particularisme, je crains que ça soit compliqué. Et je crains aussi juridiquement que ça soit assez instable. Voilà, c'est juste ça. Si cette conférence doit exister pour nous et les CTAP, si quand même, on les réunit. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, hein, c'est même une obligation. Alors peut-être que toutes les régions n'ont pas exactement les mêmes pratiques. Et après, sur les sujets de garantie rurale, de décompte et tout ça, il faut regarder les choses. En Nouvelle-Aquitaine, on a plus de... Frédéric, Eric, Christian, définition INSEE, je pense qu'on a 4100 ou communes, hein, 4100 communes qui sont en ruralité, critère INSEE, en Nouvelle-Aquitaine. Ça fait 4100 hectares. Plus les 3005 des grands projets, sachant que sur notre rapport de consommation foncière passé, on était à 46 000, on divise par deux, c'est 23 000. De 23 000, vous enlevez les 4 000, vous enlevez les 3 000. La remutualisation, le pourcentage, il va se complexifier. Après, franchement, voilà, hein, pourquoi pas, hein, ça s'étudie, ça se regarde. Hein. Mais bon, en tout cas, ça, c'est à l'échelle locale que ça doit se travailler. C'est certainement pas au SRADET de se justifier ou de travailler ces sujets-là pour les communes. Non, c'est pas notre objet, c'est pas notre demande. Si vous voulez bien,
à commencer par Madame Cukierman. Oui, merci Madame la vice-présidente qui représentait aujourd'hui Région de France. Tout d'abord, effectivement, et je peux le comprendre, que Région de France, finalement, dans vos propos, ne souhaite pas être les arbitres d'une loi qui n'est pas la leur. À partir de là, on a deux postulats, peut-être un troisième. Et le premier, ce serait pour Région de France de devenir finalement assez révolutionnaire et d'être dans le camp de ceux qui dénoncent cette loi et qui appellent de leur vœu à la rédaction d'une nouvelle loi. Et avec beaucoup de respect, et pour être conseillère régionale depuis 2004, je n'ai jamais vu cette orientation-là prise par Région de France. La deuxième est finalement, mais comme vous l'avez très bien dit, celle de respecter la loi. Et donc, de venir dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui, y compris par rapport à la proposition de loi du Sénat, est-ce que oui ou non, les régions, dans leur diversité, des grandes régions, des petites régions, des régions qui sont très fortement incarnées par un président ou une présidente, d'ailleurs plus que toute autre orientation politique, d'autres régions qui sont peut-être moins mises en évidence sur le devant de la scène du jeu politique national, vont devoir demain arbitrer sur une forme de territorialisation locale. Et on sent bien que, pour le coup, et c'est un point commun à tous les présidents de région aujourd'hui, personne n'en veut trop, de peur de se fâcher d'ailleurs avec ses propres territoires qui lui ont permis, dans la diversité, mais avec une forme d'unanimisme dans les différentes régions, en tout cas de la métropole, d'être brillamment réélu lors du dernier scrutin. Et je vous le dis très tranquillement, moi j'ai fait partie de ceux qui ont dit que les grandes régions, ça allait devenir des grandes baronnies et que même si vous avez défendu la loi NOTRe et ce fameux SRADET, on créait déjà à l'époque des usines à gaz qui de fait n'allaient pas accélérer la décentralisation mais refaire des concentrations régionales. Parce que moi j'entends et je le respecte et je vous crois sincère, mais j'ai aujourd'hui un souci, c'est que tous les vice-présidents de région en charge de l'aménagement du territoire nous disent à juste titre que tout se passe bien chez eux, qu'on a consulté, qu'on a travaillé et que tout va très bien. Mais à part ça quand même, Madame la Marquise, aucun jugement à votre propos, il va falloir quand même qu'on se dise les choses. C'est que moi, je suis aussi issue d'une formation politique où j'ai des élus en majorité ou en opposition selon les régions. Et que tous me disent ou me rapportent que en fait, et je crois que c'est... quoi, quand je dis ça, parce qu'il faut qu'on fasse preuve d'humilité tous, c'est bien normal. Tous disent, ben c'est un peu plus compliqué que ça. Et que ce qu'exposait le rapporteur tout à l'heure, c'est que le maire rural, qui ne demande pas de la compassion, il demande simplement à être entendu et à être écouté. Et ben ce maire rural, à un moment donné, il n'a pas voix au chapitre. Mais quand on dit ce maire rural, c'est pas le maire de la commune de 300 habitants dont effectivement la France pourrait peut-être se passer pour continuer d'avancer demain. C'est un maire qui aujourd'hui gère un territoire avec des habitants dans une intercommunalité qui défend des projets et qui aujourd'hui, et encore plus peut-être d'ailleurs aujourd'hui que quand nous avons eu les débats sur la loi NOTRe et la fusion des régions, qui aujourd'hui est un maillon indispensable de la République et qui se dit, ben moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je peux pas parce que j'ai mon PLU, la DDT, elle m'a dit c'est pas possible. J'ai mon SCOT, quand ils sont dans un SCOT, on m'a dit c'est pas possible. Alors si en plus je suis dans d'autres zones avec des PNR, des trucs, des machins, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et le SRADET, il est pas prescriptif, mais quand même, on m'a dit c'est pas possible. Et quoi, je vous le dis, voilà, je caricature avec un peu d'ironie parce qu'on est tous entre élus ici, mais en fait, je crois que c'est ça. Et vous voyez, quand vous dites, et je finirai sur ça, que la conférence régionale sur le ZAN, elle est compliquée. Et je vous entends, parce que voilà, je sais ce que ça veut dire que la gestion de... Mais franchement, il faut qu'on se le dise. Les CTAP, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Ça marche super bien pour les présidents de département, pour les présidents des grandes EPCI, parce que c'est cool, on se retrouve et tout va bien et on règle nos affaires entre nous. Mais en vrai, pour les élus au quotidien, ça ne marche pas. Et alors, peut-être que vous avez raison. La proposition que nous faisons, c'est de faire une conférence régionale du ZAN où, à un moment donné, on fait re-rentrer, je termine, les élus, les maires, en tant que tels, comme étant des acteurs à part entière de l'aménagement du territoire. Donc ça, je veux simplement que vous l'entendiez, parce que je crois qu'on en a besoin, et que moi, les qualitatifs, les sobriétés,
Ça marche toujours pour les riches. Pour les plus pauvres, c'est toujours compliqué. C'est vrai chez les citoyens comme dans les territoires. Et donc, je crois qu'à un moment donné, le rôle de Région de France, avec la compétence aménagement du territoire qu'elle a voulu, qu'elle a réclamé au moment de la loi NOTRe, eh bien, ça devrait être justement d'être un des acteurs et un des vecteurs d'un aménagement du territoire qui part du bas et qui va vers l'égalité des territoires, plutôt qu'il continue de les aseptiser dans toutes les régions, quelles que soient les majorités politiques. Merci Cécile. J'ai encore toute une série de demandes de parole. On va les faire toutes, comme ça vous répondrez globalement si vous le voulez bien. Alors Monsieur Vial, Cédric Vial. On reste en Rhône-Alpes, mais je serai un peu moins enflammé que ma collègue Auvergne-Rhône-Alpes, ma chère Cécile. Oui. Mais nous, on est en Rhône-Alpes tous les deux. C'est toi, Sonia. Donc Cédric Vial, sénateur de la Savoie. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Moi, j'avais une question plus terre-à-terre, presque une question pratique. On va prendre un exemple pour revenir sur la question des projets stratégiques nationaux ou internationaux, nationaux ou régionaux. Imaginez un département, l'Isère, où le président de la République viendrait sur le département annoncer la création d'un pôle technologique nouveau qui s'appelle Minatech, qui créerait 1000 emplois nouveaux sur les nanotechnologies. On pourrait considérer qu'une annonce du président de la République qui se déplace pour faire ça, 1000 emplois sur un secteur stratégique, ça devrait être considéré, même si c'est un investissement privé, ça pourrait être considéré comme un intérêt d'envergure nationale. Là, à ce niveau-là, ça ne choquera peut-être personne. On peut considérer qu'il faudra peut-être une centaine d'hectares pour installer l'entreprise et que du coup, on mettra ça sur une enveloppe nationale spécifique. Toutefois, imaginez que ces 1000 nouvelles personnes, ingénieurs, laborantins, techniciens, n'habitent pas forcément sur le territoire, qui est un territoire rural. Et donc, il va falloir faire venir un millier de familles, puisque dans le couple, ils ne travaillent pas tous dans la même entreprise. Un millier de familles. Ces milliers de familles vont devoir s'installer sur ce nouveau territoire dans lequel on va installer cette entreprise. Et donc, sur les communes alentours, ça concerne environ 3 SCOT, s'il reste, admettons qu'elles restent tous à 30 ou 40 km maximum du site, ça concerne 3 SCOT, 2 départements. Comment fait-on aujourd'hui, puisque les 100 hectares pour l'entreprise, on peut les prendre sur l'enveloppe nationale, mais les conséquences de ce projet national, et je pourrais vous parler du Lyon-Turin ou de la LGV qui vous concerne, les conséquences de ce projet national, qui ne sont pas dans une enveloppe nationale, comment on installe ces 1000 logements sur des communes rurales où on a des communes dans le PLU, elles auront le droit à un permis de construire. Voilà. Comment fait-on, sans parler des sous-traitants et des conséquences en cascade? Donc c'est plus de 1000 en fait qu'il faudrait. Parce que sinon, si on les installe et qu'on prend sur le droit à construire actuel, il n'y a plus un habitant de ces territoires qui peut s'y installer. Donc comment fait-on? Où prend-on cette enveloppe spécifique? Sachant que si on suit la règle, et si j'ai bien compris le fonctionnement, ben pour donner des droits à construire nouveaux à ces communes dans les hors PLU, pour dire il y a un projet d'intérêt national à côté, on vous donne des droits à construire nouveaux, il faut modifier les SCOT, au moins ces 3-là. Mais vu que c'est une enveloppe fermée à l'échelle de la région, pour ça, il faudrait modifier le SRADET. Et pour ça, il faudrait modifier d'autres SCOT, puisqu'il faudrait enlever ces droits à construire sur certains territoires pour pouvoir les donner là. Voilà. Donc la question, c'est comment fait-on? Parce que là, on a créé un système sur lequel tout le monde se dit que ça ne marche pas, mais le système nous empêche de le changer. On ne peut plus, parce que s'il faut modifier un SCOT dans la Loire pour pouvoir baisser le droit à construire dans la Loire pour pouvoir l'augmenter en Isère et en Savoie, vous imaginez très bien, même si on a une région qui est très à la manœuvre. Donc ma question est assez simple, comment envisagez-vous cela? Comment ça marche? Merci, chers collègues. Sonia de la Provôté, ensuite Christian Redon-Sarrazy et ensuite Angèle. Oui, moi je voulais d'abord rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'était l'objet aussi d'une partie de mon intervention. Quand on installe Penly, il y a besoin d'avoir une cité pour abriter toutes les familles, les ingénieurs, les gens qui travaillent sur les chantiers, sur la mise à niveau, etc. etc. Et donc c'est un sujet en fait. Il y a le projet même, il y a le projet lui-même, et puis il y a toute l'infrastructure, l'écosystème autour qui va manger de fait du foncier, et comment cette enveloppe va être prise. À ce titre-là, au titre de l'économie, qui est quand même une des compétences majeures de la région, la logistique est un énorme sujet. Parce que plus mangeur de foncier que la logistique, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Il y a de l'infrastructure routière et il y a aussi énormément de foncier pour accueillir des grandes centralités logistiques et intermodales. Et ça, c'est un vrai sujet puisque la dimension logistique est intégrée dans les SRADET désormais. Et pour le coup, dans l'enveloppe régionale, il va falloir quand même traiter cette question, ou alors on ne s'adapte pas à la modernité de la vie. Et clairement, la gestion logistique, c'est un des secrets aussi du développement durable, de bien gérer la logistique. Et donc, pour le coup, dans l'enveloppe, ça va prendre beaucoup. Donc, comment vous avez pris en compte cette question-là et comment c'est pris en compte au niveau de Région de France? Je vais revenir sur la fameuse conférence régionale et sur la CTAP. Il y a une quasi-unanimité, alors je ne sais pas, peut-être pas dans votre région, sur le fait de dire que les CTAP sont des chambres d'enregistrement et que, à juste titre, vous parlez de faire redescendre la pédagogie partout. Moi, je pense à juste titre également, et je pense que le Sénat est tout à fait d'accord avec ça, c'est qu'il faut faire remonter les attentes de partout. Et ça peut être aussi l'objet d'une conférence régionale, et que certes une conférence régionale ça peut être une foire d'empoigne où il y a des attentes contradictoires, mais après tout c'est comme ça que s'exprime la démocratie locale. On peut le faire au niveau des SCOT, pourquoi on ne pourrait pas le faire au niveau régional? Je pense que si chacun peut s'exprimer, c'est au moins une des garanties que chacun s'approprie ces questions-là. Et donc la fameuse redescente de pédagogie, elle peut se faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que la pédagogie, elle se fait par l'échange et par les sacrifices que chacun consente au profit du territoire d'un côté, parce qu'ils comprennent bien que le projet de l'autre va être intéressant. Mais pour ça, il faut un lieu pour en échanger et pour qu'ils en échangent. Et l'échelle régionale, en ce qui concerne le ZAN, me paraît absolument essentielle, ne serait-ce que pour déterminer les projets d'envergure régionale, départementale, etc. Ma troisième question porte sur le rôle des départements. Comment voyez-vous les départements, la place qu'ils occupent dans ce schéma, puisqu'on a des projets d'intérêt départemental et qui, des fois, sont à cheval sur plusieurs départements, qui sont à la limite de l'intérêt régional, mais qui, pour autant, sont des projets majeurs pour lesquels il faut savoir prioriser. Et puis, sur la planification... Conclure, Sonia, parce qu'on a encore trois prises de parole. Oui, je vais essayer de... Le ministre arrive dans 10 sur la minutes. dimension qualitative que vous avez fort justement mise en évidence, je pense que le ZAN tel que ça va être mis en place dans les SRADET, c'est vraiment la planification Casio, parce que les contraintes de l'État vont être telles qu'on ne va pas pouvoir faire autrement que de la planification Casio, et c'est la négation de l'aménagement du territoire, et c'est la négation de la dimension démocratique et républicaine de l'aménagement du territoire. Merci beaucoup, Sonia. La parole est à Christian Redon-Sarrazy. Oui, Christian. Rapidement sur un sujet qui, ici au Sénat et dans les territoires, vient en numéro 1, c'est la garantie rurale, et en particulier des précisions sur la notion de profil de territoire. Comment sont-ils déterminés? Par qui? Un peu plus de précision là-dessus, parce que c'est peut-être intéressant d'avoir cette approche-là, qui est une des approches possibles, puisqu'on voit bien que chaque jour, on amène presque une nouvelle. Et savoir si ces profils permettent de faire assez de différenciation territoriale dans la répartition. Merci. Angèle Préville. Merci. Donc, sénatrice du Lot. Donc, ce serait pour redire ce qui a déjà été dit, à savoir que les efforts doivent être partagés et comment, justement, on tient compte de cette chose-là. Et notamment puisque on est en train de vivre, et c'est le cas dans mon département, des situations nouvelles. À savoir, pour les visites communales que j'ai pu faire récemment, il n'y a plus rien à louer, il n'y a plus rien à vendre dans nos communes, et pourtant, il y a des emplois à pourvoir. Donc, comment va-t-on faire quand on est dans une commune rurale où il y a 250 habitants, où déjà le PLUI a fixé un demi-hectare à constructible dans les 10 ans à venir pour 5 maisons. Donc là, ça ne correspond pas à ce qu'est notre profil, notamment dans le Lot. Et comment on tient compte, notamment, de ce que nos sociétés ne sont pas si rationnelles que ça. Et notamment sur les entreprises, là où elles s'installent, elles choisissent parfois des lieux qui leur plaisent, ou parce que les entrepreneurs veulent s'installer à un endroit et que quelque part on est en train de créer un carcan qui va peut-être handicaper notamment nos territoires ruraux.
Et également parce que sur les grandes métropoles où on accueille Bordeaux et Toulouse, 20 000 habitants de plus par an, nous, dans le Lot, on est 174 000 habitants, on est peu nombreux. Mais on a des possibilités de développement, et notamment parce qu'on a beaucoup d'emplois à pourvoir, et on se rend compte qu'on va être pris dans un truc qui va vraiment nous contraindre et peut-être pas nous permettre le développement qu'on pourrait avoir. On a à Figeac, on a un développement important avec l'aéronautique. On a dans la ville où j'habite un développement important. On a une usine internationale de confiture, hein, les fameux petits pots Vichy là. Donc voilà, comment on fait? Et deuxième question, très importante pour moi, sur ce qu'on appelle la renaturation. Comment on va comptabiliser? Parce qu'une friche, qui est une friche depuis déjà pas mal d'années, ben finalement, la nature, elle a déjà repris ses droits. Et quelque part, dire qu'on va tout arracher ou tout défaire, alors que déjà, il y a de la vie qui s'est créée et qu'on ne peut pas le comptabiliser, comment va-t-on faire, en fait? Et comment vous voyez cette problématique-là, avec peut-être un marché qui va se créer sur l'achat de ces choses-là, et donc, voilà, l'espèce... Voilà, merci. Merci Angèle, et on pourra reposer la question au ministre aussi, parce qu'il pourra nous éclairer là-dessus aussi. Il nous reste Ronan Dantec, et puis après, Madame la Vice-Présidente, vous aurez généreusement 4-5 minutes, on verra bien, pour nous répondre, parce que le ministre arrive à 17h30, pour tout vous dire. Donc Madame la Vice-Présidente. Je ne vais pas être très long, je pense, mais ça ne va pas être le débat aujourd'hui. De toute manière, par rapport à ce que vient de dire Angèle, la question, c'est l'intervention massive économique des régions dans la politique du logement demain, qui est derrière le ZAN. Là, nous avons essayé d'en parler un peu au Sénat. Pour l'instant, il y a des frilosités, ne serait-ce que sur les établissements publics fonciers. Mais ce qui est derrière le ZAN, ça va être obligatoirement une intervention très forte des régions sur la question du logement. Mais ça, on ne va pas le trancher aujourd'hui. Moi, j'ai deux questions assez précises. On voit bien que sur la part régionale, toutes les intercos vont essayer de démontrer que leur projet économique, leur projet d'infrastructure est d'ampleur régionale. Donc vous allez passer votre temps, c'est un peu ce que vous avez déjà dit, à devoir arbitrer entre des demandes qui apparaîtront toutes comme évidemment légitimes. Et si vous en choisissez un par rapport à l'autre, il y aura évidemment une suspicion d'un choix politique, clientèle. Enfin, donc est-ce que vous préféreriez pas qu'on vous donne une bonne fois pour toutes une part de l'artificialisation, un nombre d'hectares, et vous choisissez à partir de là ce qui vous semble de niveau régional, plutôt que d'être dans le coup par coup, de remonter vers la région les projets des uns et des autres, ce qui vous rendrait peut-être la vie plus facile. Donc première question. Deuxième question, est-ce que Région de France est clairement opposée, parce que ça c'est un point important, parce que le risque qu'on a devant nous, c'est quand même qu'on ait des enveloppes blanches un peu partout et qu'on ait 120 000 d'un côté sur les 50%, mais qu'on rajoute 30 000 ici, 30 000 là, et qu'on revienne sur les 250 000 à peu de choses près. Est-ce que vous êtes totalement opposé à la mutualisation des projets d'intérêt nationaux sur l'ensemble des régions? C'est-à-dire que pour rester aux 50% absolument, est-ce que vous en avez débattu ou pas? Et je m'arrêterai à ces deux questions techniques précises. Je tente l'exercice. D'abord, il y a un certain nombre de questions, je me les pose aussi. Donc, monsieur le ministre sera là. N'hésitez pas, on se les pose aussi. On ne l'a pas souhaité, hein, je le redis. Hein. On venait de finir nos SRADET. Hein. Bah oui. Ouais. Et on a tenté, puisque les régions ont des parcours différents. Certains m'ont tenté. J'étais allée en PACA, ils avaient commencé à territorialiser par 4 grandes zones. Ça ne s'est pas fait. Occitanie parlait du zéro artificialisation nette. Je me souviens d'une réunion cité remarquable à Figeac où la vice-présidente à l'époque parlait du ZAN. Ça s'est pas fait parce que dans la concrétude, et ça sera finalement ma conclusion et mon appel général, c'est-à-dire que dans ce qui sera écrit dans cette proposition de loi au final et ce qui ressortira,
il faut vraiment faire attention parce que sur ce sujet-là et dans cette matière-là, le diable se niche vraiment dans les détails. Et il y a des sujets qui sont très complexes et quand on déroule la pelote, on se retrouve parfois en situation de blocage ou de difficulté. C'est pour ça que je vous alerte sur la garantie rurale. Franchement, sur le principe, c'est plutôt ce sur quoi on va, c'est-à-dire donner des possibilités. Mais on vous écrira ça hein, dans les questions, on précisera. J'ai bien compris vos sujets. Mais attention à ces détails-là. Pour moi, oui, enfin pour nous, il doit y avoir une enveloppe nationale sur les infrastructures. Ça, c'est indispensable. Ça serait injuste, inéquitable, ça serait indispensable. D'ailleurs, l'État ne différencie pas entre les régions. C'est déjà la première faute de cette loi. Hein. Tout le monde est à 50%, alors qu'on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes projets d'infrastructure déjà réalisés, on n'a pas les mêmes projets à réaliser encore. Déjà, ça, c'est un premier sujet. Il y a plein de sujets qu'on partage sur lesquels on est en situation de blocage. Je l'ai dit, on a demandé si on pouvait prévoir une enveloppe blanche pour les projets de développement économique. On nous a répondu non. Voilà. On nous a dit, les cabinets ministériels nous ont dit ça ne sera pas possible. Et les juristes nous ont dit. Donc, si vous trouvez des critères qui nous aident, plutôt que d'avoir effectivement systématiquement une interco qui va déposer une demande, qu'il faudra consulter la conférence régionale du ZAN et ensuite en justifier en délibération en assemblée plénière. Vous pourriez nous préciser l'enveloppe blanche? Qu'est-ce que l'enveloppe blanche, c'est de dire on décide que j'en sais rien. On connaît à peu près les grands projets, on sait ce que c'est une trajectoire d'implantation de grandes industries ou de grandes entreprises à l'échelle d'une région. Qu'est-ce qu'on a créé dans les 10 dernières années passées? Qu'est-ce qu'on va créer là? Et on va dire, je sais pas, c'est 500 hectares, c'est machin, mais on ne sait pas encore dire précisément quel projet. Hors enveloppe régionale, on est bien d'accord. Non, au niveau régional, pourquoi pas aussi, mais qu'on ait le droit de le faire à blanc. C'est-à-dire que là, actuellement, la loi nous demande, il faut savoir dire combien d'hectares vont être dépensés. C'est pour ça que nous, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on a mis le projet Flying Wells, on sait que c'est 80 hectares. Donc on saura dire c'est 80 hectares. Je ne sais pas si l'État nous le validera, mais en tout cas on va essayer de le faire. Mais en tout cas dire, en Nouvelle-Aquitaine, on sait qu'on aura pour 500 hectares ou 700 ou 800 hectares à terme de projets de développement économique qu'il faudra mutualiser. On veut le mettre dans une enveloppe régionale, laissez-nous cette liberté. Et comme ça on le décompte des pourcentages. C'est bien, c'est une marge, mais une marge à blanc. Essayez ces critères-là, pourquoi pas? Non mais attendez, c'est un point important. Parce que quand vous dites à blanc, on peut dire vous avez une enveloppe, on ne vous demande pas de la fixer tout de suite pour vous donner de la souplesse, mais elle est quand même comptée dans votre stock. Oui, parce qu'au niveau de l'État, je pense que ça fera trop si toutes les régions font des comptes. Enfin, on peut tenter, hein. On peut tenter. Elle est non fléchée, mais c'est quand même votre part régionale. Mais elle est non fléchée, mais ça doit être dans une part régionale qui ensuite est mutualisée parce que. Oui. Parce que pour le coup, voilà, et pour le coup, il n'y a pas de raison que ça soit grévé sur une commune en particulier ou sur un territoire en particulier. Là-dessus, on partage. La question de la logistique, elle peut être traitée, mais je ne sais pas si vous auditionnez les intercos, mais ils vont vous le dire, les intercos. Le représentant des intercos va vous dire, et je l'entends très bien, ne traitons pas la logistique type grande plateforme Amazon et la logistique nécessaire aux industries. Pourquoi pas décompter, faire une décote sur la logistique des industries propre à l'usine. Pas les plateformes Amazon et tout ça. Ça, il faut compter. On est bien d'accord que vous voyez deux niveaux de projet économique. Un niveau qui devrait être dans le compte national et un niveau qui pourrait être mutualisé au niveau régional d'infras qui sont intermédiaires et qui justifieraient d'être mutualisés. C'est ça votre idée? Pourquoi pas? Mais sans rentrer dans la justification permanente de chaque interco à son projet et va essayer de nous le faire remonter. On ne s'en sortira pas. Mais le national, vous le mutualisez sur les régions quand même? Non. Pour nous, les... Non. Non. X dizaines de milliers d'hectares d'artificialisation. Ouais. Oui. Oui. Mais avec la garantie rurale à 1 hectare, c'est à peu près pareil. Donc dans ce cas-là, soyons dans une certaine logique. Vous avez un dispositif qui est très bien, par exemple, c'est de compter la renaturation dès maintenant. Oui, ça. Très bien. Très bien. Enfin, tout ce qui sera aidant, tout ce qui désenclavera cette situation qui est contre-productive, nous, on le verra d'un œil favorable, évidemment. Écoutez, Madame la Vice-Présidente, merci beaucoup pour cet échange extrêmement nourri et intéressant. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à tous les élus régionaux, bon courage et bonne chance pour mettre en œuvre le zéro artificialisation nette dans vos territoires respectifs. En tout cas, encore merci, bon courage à vous et à très bientôt. Merci à vous tous.